Monsieur, achetez ma maison, j'ai besoin d'argent. Ricardo Galvan freina brusquement et baissa la vitre de sa Mercedes. La fillette ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses vêtements étaient sales et rapiécés, mais ses yeux sombres brillaient d'une détermination farouche qui le surprit et le laissa perplexe. « Que as-tu dit ? » ? « Je vends ma maison à bas prix. » Il la regarda avec scepticisme. Dans sa main tendue, elle lui tendit une clé rouillée. 50 pesos. Ricardo coupa le contact. Il était venu à Zacatecas pour conclure l'achat du terrain le plus important de sa carrière, un complexe hôtelier de luxe qui lui rapporterait des millions. Et voilà que cette petite fille lui offrait sa maison pour quelques pièces. « Où est ta mère ? » demanda-t-il. « Je suis malade. C'est pour ça que j'ai besoin d'argent. »« Et ton père ? » ?»« Je n'en ai pas. » Ricardo jeta un coup d'œil sur la route poussiéreuse. Ses avocats l'attendaient à l'hôtel. Il devait signer les papiers dans 2 heures. Mais quelque chose dans la voix de la jeune fille le fit hésiter. « Quel est ton nom ? » ? « Supérieur. »« D'accord, Luna. Montre-moi ta maison. » Elle le conduisit sur un étroit sentier de terre, ses pieds nus tapant légèrement sur les pierres. Ricardo consulta sa montre, il avait encore l'heure. La maison était une cabane délabrée en tôle ondulée et en bois déformé, vacillant comme au bord de l'effondrement. Mais quand Luna ouvrit la porte, Ricardo vit quelque chose d'inattendu, des piles de livres empilés jusqu'au plafond, des cahiers débordant d'écritures manuscrites, et une femme allongée sur un lit de camp si maigre qu'elle semblait presque repliée sur elle-même. « Maman, » murmura Luna, « j'ai amené un homme qui veut acheter notre maison. » Les yeux de la femme s'ouvrirent brusquement des yeux de la même couleur que ceux de Luna, mais enfoncés et cernés de cernes violets. « Luna, qu'as-tu fait ? » ?»« On a besoin d'argent pour mes médicaments. » Ricardo s'approcha. La fièvre de la femme était évidente, ses lèvres étaient sèches et gercées. « Quand avez-vous vu un médecin pour la dernière fois ? » demanda-t-il. « Il y a des mois. Je n'avais pas d'argent pour l'hôpital. »« Et ces livres ? » ? J'étais enseignante. Je le suis toujours. Sa voix résonnait comme du papier. Je m'appelle Amalia. Il souleva un des cahiers. Des pages de poèmes manuscrits se déployèrent devant lui. Sur la première page, il lut « Pour Luna, mon étoile. Dans l'obscurité, tu écris de la poésie. J'écris de la poésie aussi. » Son souffle s'arrêta. Puis, d'un ton précipité, Amalia expliqua comment elle avait dénoncé la corruption dans le système scolaire, appels d'offres truqués, argent volé, contrats signés par des entreprises du groupe de construction de Ricardo. Les appels d'offres étaient truqués, murmura-t-elle, et ils m'ont renvoyé parce que j'avais parlé. Ricardo ressentit un frisson. Il avait signé ces contrats sans jamais en lire les détails. Ces entreprises Galvan Construction, Educational Material from the North avaient réalisé des bénéfices tandis que les enfants souffraient. Luna revint avec une tasse d'eau sale. Ricardo la porta à son nez, elle sentait la poussière et le désespoir. « Emmenez-moi à l'hôpital, » murmura Amalia. « Si je meurs, Luna sera toute seule. Ensuite, prenez soin d'elle, c'est tout ce que je demande. » Ricardo la prit dans ses bras, elle était plus légère qu'un enfant. Il l'attacha sur le siège passager et Luna grimpa à l'arrière, serrant contre elle le cahier de poésie de sa mère. Alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers l'hôpital, Ricardo repensa au papier de la station qui attendait sa signature. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus d'importance. « Monsieur Galvan, nous avons besoin de votre signature », appela l'avocat. Mais Ricardo était déjà dans la salle d'attente des urgences, où Amalia avait été admise 3 heures plus tôt. Luna dormait sur une chaise à côté d'elle, son carnet toujours serré contre sa poitrine. Son avocat, Martinez, est apparu, brandissant d'autres documents. C'est l'autorisation définitive de démolition. Il y a des constructions irrégulières, rien de grave, mais elles doivent être démolies avant le complexe. Ricardo étudia les cartes entourées de rouge, puis regarda Luna, son visage pâle sous la lumière fluorescente. « Comment va ma mère ? » demanda-t-elle. « Son état est très grave, » a-t-il admis. « Elle a besoin d'antibiotiques coûteux et de plusieurs jours d'hospitalisation. »« Combien ? » murmura Luna. « Environ 20 000 pesos. » Les yeux écarquillés de Luna se posèrent sur lui. Ricardo déglutit. « Je paierai. » Ce soir-là, il emmena Luna dans un hôtel voisin. Elle refusa le lit, s'allongeant par terre, son carnet en guise d'oreiller. À l'arrivée du service en chambre,
elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Le lendemain matin, son assistant l'appela pour lui communiquer les informations découvertes par Luna. Amalia Herrera avait été licenciée pour insubordination après avoir accusé les entreprises de Ricardo de surfacturer les fournitures scolaires. La plainte avait été classée sans suite faute de preuves. Les contrats étaient dans sa boîte mail, preuve des méfaits de son groupe. Ricardo ferma les yeux. Luna, qui regardait maintenant des dessins animés, leva les yeux. « Sais-tu pourquoi ma mère a perdu son travail ?» Il croisa son regard sérieux. « Oui. » Elle pencha la tête. « Je pense que tu es un de ces hommes mauvais. » Le cœur de Ricardo se serra comme s'il avait été frappé par un poing. Luna ne semblait pas en colère, seulement profondément triste. « Comment le sais-tu » murmura-t-elle. « Parce que ma mère m'a montré ta photo. Elle disait que tu étais le propriétaire de l'entreprise qui nous a tout pris. » Les lèvres de Luna tremblèrent. « Alors pourquoi ne me détestes-tu pas » Ricardo déglutit. « Ma mère dit toujours que haïr quelqu'un, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. » Il attrapa les papiers de démolition, les déchira en morceaux et laissa les lambeaux tomber sur le sol. Plus tard, Ricardo arriva à l'hôpital avec une boîte remplie de dossiers. Il avait passé la nuit entière à éplucher contrats, évaluations et rapports. Chaque page révélait plus de mensonges que la précédente. Amalia était réveillée lorsqu'il entra dans sa chambre. Les antibiotiques avaient enfin fait baisser sa fièvre, mais elle était encore fragile et pâle. « Je suis venu vous demander pardon, » dit-il en posant la boîte sur la table. « Le pardon » répéta-t-elle d'une voix faible. « Pourquoi » Il ouvrit le couvercle. « Pour tous les contrats frauduleux que j'ai signés sans les lire, pour l'argent volé aux écoles, pour la façon dont nous avons ruiné ta vie. » Amalia le fixa, stupéfaite. « Tu as tout lu ?» « Oui. » Il ferma les yeux, la douleur déformant ses traits. « Mon directeur pédagogique m'a volé plus de 2 millions de pesos en seulement 3 ans. J'achetais du matériel bon marché et je le revendais comme de la qualité. Des bureaux qui se fendaient, des livres dont les pages se détachaient, des ordinateurs qui ne fonctionnaient jamais et vous n'aviez aucune idée. » Ricardo s'affala sur la chaise près de son lit. « Aucune excuse, » murmura-t-il. « C'était ma compagnie. C'était ma responsabilité. » Amalia leva la tête. « Que vas-tu faire maintenant ?» Il prit une profonde inspiration. « Je l'ai déjà viré. Je vais lui rendre chaque peso qu'il a volé et je vais changer le fonctionnement de mes entreprises. » Ses yeux se fermèrent à nouveau. « Sais-tu pourquoi je suis devenue enseignante ?» Ricardo secoua la tête. « Quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Mon père travaillait dans une mine, ma mère faisait des ménages, et j'avais une institutrice, Mademoiselle Carmen, qui croyait en moi. Elle me prêtait des livres, m'aidait après l'école et me disait que j'étais intelligente. » Ricardo pensait à sa propre enfance, sa mère cousant tard le soir pour gagner quelques pesos supplémentaires, son père transportant des paquets au marché, la faim qui le tenaillait avant de dormir. « Moi aussi, j'étais pauvre, » dit-il doucement. « Oui. Ma mère nous promettait qu'un jour, nous aurions une grande maison, assez à manger et plus de soucis. »« Tu l'as eu ?» demanda Amalia. Il ferma les yeux pour retenir ses larmes. « 3 maisons, des voitures de luxe, plus d'argent que je ne peux en dépenser. Êtes-vous heureux ?» Ricardo hésita. « Je pensais que ce serait le cas, mais depuis que j'ai rencontré Luna, tout semble différent. Comme si je construisais des châteaux de sable, beaux, mais vides. » Amalia ouvrit les yeux et le fixa du regard. « Le plus dur dans la pauvreté, dit-elle doucement, c'est de ne pas avoir d'autre choix. On mange ce qu'on nous donne, on vit où on peut, on fait les petits boulots qu'on nous offre. Mais quand on est riche et qu'on fait le mal, c'est par choix. » Ces mots le frappèrent comme un coup de massue. « Tu as raison. Je ne te juge pas, » dit-elle en lui serrant la main. « Je t'explique pourquoi je ne peux pas encore te pardonner. » Il se pencha en avant. « Que faudrait-il pour que tu me pardonnes ?»« Ne le faites pas pour moi, » répondit Amalia. « Faites-le pour les enfants qui n'ont jamais eu les livres dont ils avaient besoin, pour les enseignants contraints de travailler avec du matériel cassé, pour les familles comme la mienne qui ont tout perdu pour avoir dit la vérité. » Ricardo se leva et s'approcha de la fenêtre. En contrebas s'étendaient les quartiers pauvres de Zacatecas, petites maisons, rues non pavées, enfants jouant avec des ballons dégonflés. « Où est Luna ?» demanda-t-il. « À la cafétéria. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle s'achète quelque chose à manger. »
Est-ce que tu me fais confiance pour prendre soin d'elle? Amalia le regarda avec une honnêteté épuisée. Je n'ai pas le choix. Si je meurs, Luna sera seule. Il se détourna de la fenêtre. Tu ne vas pas mourir. Peut-être que je le ferai, murmura-t-elle, mais j'ai besoin de savoir que Luna ira bien. Pourquoi moi? Amalia sourit pour la première fois depuis son arrivée. Parce que Luna t'a choisi. En s'engageant sur la route, elle aurait pu arrêter n'importe quelle voiture, mais elle a arrêté la tienne. Crois-tu au destin, aux secondes chances? Crois-tu que la vie te place exactement là où tu dois être? À ce moment-là, Luna apparut, tenant un paquet de chips et 2 sodas. Ricardo et Amalia rirent tous les deux, la tension retombant. On ne se disputait pas, mon amour, dit Amalia en essuyant une larme sur sa joue. On parlait de choses d'adultes. Luna offrit une chips à Ricardo. Ma mère dit que l'avenir est comme une rivière, on ne sait jamais ce qui arrive, mais il faut continuer à nager. Ricardo mordit dans la chips, elle était salée et croustillante. Ta mère est très sage. C'est pour ça que je veux être comme elle quand je serai grande, dit Luna, puis elle leva les yeux vers Amalia. Tu vas bien, maman? Amalia hocha la tête, les yeux brillants. Je suis contente que vous ayez tous les deux bon cœur. Cet après-midi-là, Ricardo prit une décision, il ne construirait pas le complexe hôtelier. Il utiliserait cet argent pour quelque chose de mieux. Mais lorsqu'il a tenté de s'expliquer lors d'une vidéoconférence avec ses partenaires, 5 voix en colère ont surgi des écrans de différentes villes. Monsieur Galvan, nous avons déjà trop investi. Le terrain est acheté, les permis sont prêts, les investisseurs attendent. Je sais, dit Ricardo doucement. Mais je ne vais pas démolir ces maisons. Ces familles ont le droit d'être là. Il pensait à Luna dormant sur le sol de l'hôtel, le carnet de sa mère en guise d'oreiller. C'est la bonne chose à faire, dit-il en croisant leurs regards choqués. Depuis quand te soucies-tu de ce qui est juste, a demandé un partenaire. Ricardo ferma les yeux un instant. À partir de maintenant, ça va coûter des millions. Les investisseurs vont nous poursuivre en justice. Un autre partenaire renifla. Avec quel argent? Avec le mien. Il raccrocha et se précipita vers l'hôpital, poussé par un seul besoin, voir Luna. Il la trouva au chevet d'Amalia, en train de dessiner au dos de dossiers médicaux. Qu'est-ce que tu dessines? Demanda-t-il doucement. Elle brandit son image, une petite maison avec 2 fenêtres, une porte, de la fumée s'échappant de la cheminée et 2 silhouettes se tenant la main, l'une grande, l'autre petite. C'est toi et maman? Demanda-t-il. Oui. Ma mère m'a dit que même si la maison s'écroule, les beaux souvenirs restent gravés dans ton cœur. Ricardo s'agenouilla à côté d'elle. Quels souvenirs gardes-tu de notre maison? Elle sourit. Quand maman me lisait des histoires le soir, quand on cuisinait ensemble, quand elle m'apprenait à écrire mon nom dans le sable. Est-ce que ta maison te manque? Elle hésita. Oui. Mais elle me manque encore plus quand elle n'est pas malade. À ce moment-là, le médecin revint. Puis-je vous parler dehors? Ricardo le suivit dans le couloir. Madame Herrera a besoin d'une intervention chirurgicale, dit doucement le médecin. L'infection a endommagé plusieurs organes. C'est risqué, mais sans intervention, elle ne survivra pas. Le cœur de Ricardo se serra. Combien ça coûte? 50 000. Le regard du médecin était triste. Et si elle ne survit pas, les services sociaux placeront Luna dans un orphelinat. Ricardo était saisi d'une terreur glaciale. Quelles sont mes options? Une garde provisoire est possible, a expliqué le médecin. Mais vous aurez besoin d'un avocat et de plusieurs démarches juridiques. Cette nuit-là, Ricardo a appelé son avocat personnel. Martinez, je dois demander la garde temporaire d'une fille. Martinez soupira. Les affaires de garde sont difficiles. Les juges ont besoin de preuves de stabilité financière, d'un foyer stable et, surtout, que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Combien de temps cela va-t-il prendre? Insista Ricardo. Des mois, répondit Martinez. Pas des jours. Ricardo sentit sa poitrine se serrer. Je n'ai pas de semaine devant moi. Il me faut une solution pour demain. Le lendemain matin, Ricardo arriva à l'hôpital avant l'aube. Amalia se préparait pour l'opération, pâle mais déterminée. Comment te sens-tu? Demanda-t-il en lui prenant la main. J'ai peur, a-t-elle admis, pas pour moi mais pour Luna. J'ai parlé à Martinez,
promis Ricardo. Je demande la garde provisoire. Luna refuse d'aller à l'orphelinat. Amalia lui serra la main, les larmes aux yeux. Je ne sais peut-être pas comment prendre soin d'elle, dit-il, mais j'apprendrai. Amalia parvint à esquisser un petit sourire. Je sais que tu le feras. S'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, n'essaie pas de changer Luna. Elle est parfaite telle qu'elle est, et je le sais. Ne la gâte pas avec des cadeaux coûteux, ce dont elle a vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui l'écoute. Je te promets de prendre soin d'elle. À peine 2 heures plus tard, Amalia fut emmenée en fauteuil roulant au bloc opératoire, tandis que Luna restait avec Ricardo dans la salle d'attente. D'une voix tremblante, elle murmura « Ma mère va mourir ». Il lui serra la main. Les médecins feront tout leur possible pour la sauver. Et s'ils n'y parviennent pas? Ricardo déglutit difficilement et proposa « Tu vivras avec moi dans ma grande maison. Je sais que c'est étrange, je n'ai jamais vécu dans un endroit aussi grand non plus. Je t'apprendrai comment faire, et tu pourras m'apprendre tout ce que tu sais, être courageux, ne jamais abandonner, voir le bon côté des gens. » Luna leva les yeux vers lui avec de grands yeux et demanda « Tu me promets de ne pas me laisser dans un orphelinat? » « Je te le promets, dit-il, même si tu n'es pas ma fille, et même si je ne suis pas ton père. » L'opération dura 5 longues heures. Lorsque le médecin sortit enfin, il sourit. C'était un succès. Madame Herrera va bien. Ricardo sentit la tension se dissiper dans sa poitrine. Quand puis-je la voir, demanda-t-il. Demain, répondit le médecin. Elle a besoin de repos ce soir. Ce soir-là, Ricardo emmena Luna chez lui pour la première fois. Il avait préparé une chambre remplie de jouets et un lit rose tendre. Mais Luna était assise par terre dans le salon, serrant contre elle le carnet de sa mère. « Tu n'aimes pas la chambre » demanda-t-il doucement. « Elle est jolie, mais je ne suis pas à l'aise, » murmura-t-elle. « Où veux-tu dormir ? » « Ici, » répondit-elle, « par terre. » Ricardo étendit une couverture et un oreiller, puis s'assit à côté d'elle. « Tu veux que je te lise quelque chose » proposa-t-il. « Oui, dit-elle. Un poème de ma mère. » Il ouvrit le carnet et commença. « Ils ne peuvent pas démolir, arrêter les machines. » Ricardo est arrivé en courant sur le terrain, mais il était déjà tard. Les bulldozers avaient commencé à l'aube. La petite maison de Luna n'était plus seule. Il ne restait que des tôles brisées, du bois éparpillé et de la terre éventrée. Frissonnant, Ricardo demanda « Qui a autorisé cela ?» Le chef de la démolition lui brandit un papier. Monsieur Mendoza a dit que c'était urgent. Ricardo appela immédiatement Mendoza. « Pourquoi avez-vous ordonné la démolition avant de signer les contrats ? » Les affaires sont les affaires, répondit sèchement Mendoza. Les investisseurs nous mettent la pression. La voix de Ricardo se brisa, vous mélangez tragédie personnelle et profit. Vous aviez promis d'attendre. Luna entra dans le parking, sa petite main ramassant un morceau de bois bleu ébréché. C'était ma porte, dit-elle doucement. Ensemble, elles fouillèrent les décombres jusqu'à ce qu'elle trouve un pot cabossé, la chaussure usée de sa mère et des morceaux de ses cahiers. Maman gardait des photos ici, murmura Luna en désignant la terre. Elles sont peut-être enterrées. Ricardo secoua la tête d'un air désolé, je suis vraiment désolé. J'ai essayé de l'en empêcher. Luna serra fort le bois bleu contre elle, le visage calme mais dévasté. Je sais, murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, Ricardo reçut un appel urgent. Madame Herrera voulait le voir. À son arrivée à l'hôpital, Amalia était pâle sur son lit. Où est Luna ? demanda-t-elle. Chez moi. Amalia ferma les yeux. J'ai entendu parler de la démolition. Vous ne l'avez pas ordonnée, expliqua Ricardo. J'ai essayé de les en empêcher. Elle lui prit la main. Prends soin de Luna, souffla-t-elle. Apprends-lui à te faire confiance. Comment ? demanda-t-il. Avec du temps et de la patience, pas des cadeaux, murmura-t-elle. 3 jours plus tard, Amalia rentra chez elle pour se remettre, et un juge accorda à Ricardo la garde provisoire de Luna. Ce matin-là, Amalia trouva Luna allongée par terre en train de dessiner. « Qu'est-ce que tu dessines ?» sourit-elle. « Notre nouvelle maison » répondit Luna en montrant une image de 3 silhouettes. « Toi, moi et Don Ricardo. » Il entra avec 3 assiettes. « Qui veut dîner ?»« J'ai faim » dit Luna en rangeant ses crayons. « Don Ricardo cuisine mieux que je ne l'espérais. »
Mieux que je ne l'aurais jamais espéré, dit-il en riant. Ils s'assirent tous par terre dans le salon, Luna affirmant que la table était trop haute et trop froide. Pendant qu'ils mangeaient, elle leva les yeux et dit doucement, « Notre maison s'est effondrée, mais pas nous. Nous sommes toujours ensemble. » Amalia lui serra la main et Ricardo se sentit, pour la première fois, vraiment chez lui. Le mardi matin suivant, sur le chemin de l'école, Ricardo remarqua que Luna était inhabituellement silencieuse. Elle regardait par la fenêtre, sans poser de questions sur les nuages ni partager ses rêves. À l'école, son professeur lui expliqua que Luna avait refusé de parler toute la journée, préférant écrire ses réponses dans un cahier. « Tu veux que je parle au psychologue ?» demanda Ricardo. « Je vais essayer à la maison », dit le professeur. Cette nuit-là, Ricardo et Amalia, rétablis, étaient assis à côté de Luna, posant des questions douces. Elle griffonna sur un papier. « Je n'ai rien à dire. »« Es-tu triste ?»« Je ne sais pas. »« Notre ancienne maison te manque-t-elle ?»« Oui. »« Veux-tu être seul ?»« Non. » Ricardo comprit que, contrairement à tout problème professionnel, il ne pouvait pas résoudre ce problème avec de l'argent ou des contrats. Il resta donc assis avec elle en silence. Au bout d'une demi-heure, Luna le regarda, les yeux brillants de curiosité. Il rouvrit le carnet d'Amalia et commença à lire à voix haute, laissant la poésie emplir la pièce silencieuse. Les mots sont comme des oiseaux, s'envolant parfois, ne laissant derrière eux que leur silence. Luna se serrait contre Ricardo, les lèvres toujours scellées, mais un calme paisible l'envahissait. Jour après jour, Ricardo rentrait du travail et s'asseyait à ses côtés, lisant les poèmes d'Amalia à voix haute, sans question ni pression, laissant simplement les vers s'écouler dans le silence qui les séparait. Un soir, alors que Luna tenait le carnet, elle tapota un poème d'un doigt tremblant. « Ma fille est comme une rivière tarie. Mais je sais que l'eau attend la bonne pluie. De courir à nouveau. » À ce moment-là, Ricardo comprit, la voix de Luna n'était pas perdue, elle n'attendait que la sécurité pour refleurir. Entre-temps, Ricardo a pris une décision qui a changé sa vie. Il a démissionné de son poste de PDG et s'est donné un rôle personnel, celui de directeur de l'éthique. Sa première mission, auditer tous les contrats d'enseignement des 5 dernières années. « Monsieur Galvan », a-t-il annoncé lors de la réunion, nous avons découvert plus de 20 contrats avec des prix gonflés, du matériel de mauvaise qualité et des factures falsifiées. Les écoles ont perdu plus de 10 millions de pesos. Il a désigné les coupables aux 3 directeurs, 2 fournisseurs, un fonctionnaire et a exposé son plan, licencier, poursuivre et poursuivre en justice, puis rembourser chaque peso volé. Oui, cela va paralyser notre département éducatif, a-t-il admis. Nous allons donc le fermer, mais d'abord, nous devons régler toutes les dettes. Lorsque ses associés tentèrent de le destituer, craignant qu'il ne sacrifie l'entreprise, pour une fille qui n'est même pas la sienne, Ricardo réagit promptement. Lors de l'Assemblée générale, il présenta les documents incriminants. Ce n'était pas un oubli, déclara-t-il. C'était une négligence criminelle, et nous en paierons le prix. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez acheter mes actions. Personne n'osa. Ce soir-là, Ricardo rentra plus épuisé que jamais. Dans le salon, Luna faisait ses devoirs. Elle lui offrit un dessin, un homme en costume, les mains tendues devant une foule, intitulé « Dont Ricardo dit la vérité ». C'étaient les premiers mots prononcés par Luna depuis 2 semaines. « Ça te plaît ?» demanda-t-elle. « J'adore ça, dit-il, étonné. « Pourquoi parler maintenant ?»« Parce que je n'ai plus peur que tu disparaisses comme ma maison. »« Maintenant, je sais que tu resteras, » répondit-elle, ses yeux bleus brillants. « Tu te bats pour les enfants, comme ma mère s'est battue pour moi. » Ricardo la serra dans ses bras, la fierté gonflant sa poitrine pour la première fois, il se sentait vraiment fier de quelque chose qu'il avait fait. À 3 heures du matin, le silence s'abattit sur la maison. Le cœur de Ricardo se serra en trouvant le lit de Luna vide, les draps intacts. « Luna » cria-t-il en courant dans chaque pièce, le jardin, le garage. Rien. Il trouva Amalia et, ensemble, ils découvrirent que la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur, la clé toujours dans la serrure. Mais la clé du carnet de Luna et son pendentif rouillé avaient disparu de sa chambre. « Je sais où elle est » murmura Amalia. « Sur le terrain vague, là où se trouvait autrefois notre maison. » Ils roulèrent dans un silence tendu vers ce champ désert. Les doigts pâles de l'aube effleurèrent l'horizon tandis que Ricardo aperçut une petite silhouette recroquevillée là où se trouvait la porte. Luna dormait paisiblement au milieu d'un cercle de pierres,
serrant contre elle le carnet de notes de sa mère et la clé usée. Ricardo enfila sa veste sur elle et s'agenouilla près d'Amalia. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il doucement. « Elle vient chaque année pour l'anniversaire de son père, » dit Amalia. « Il est mort quand elle avait 3 ans. Elle lui parle ici. » Ricardo contempla la terre aride, imaginant la maison qui s'y trouvait autrefois. « Tu crois qu'il est là ?» demanda-t-il. « Qu'il le soit ou non, » répondit Amalia, elle avait besoin de lui et parfois, croire suffit à rendre quelque chose réel. 1 heure plus tard, Luna s'agita. « Tu m'as trouvé ?» sourit-elle. « Je parlais à papa de Don Ricardo, de notre nouvelle vie. »« Qu'a-t-il dit ?» demanda Ricardo. « Il est content qu'on soit là, et il s'inquiète pour nous, » murmura Luna. Ricardo sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il. « Parce que les adultes pensent que parler aux morts est insensé, » répondit-elle. « Mais il m'a appris que l'obscurité est comme une étreinte qui nous protège la nuit. » Ricardo s'allongea par terre à côté d'elle. « Je peux le rencontrer ?» Les yeux de Luna s'écarquillèrent. Elle les ferma et parla doucement à la terre. « Voici Don Ricardo. Il prend soin de nous. » Ricardo inclina respectueusement la tête. « Enchanté, papa de Luna. Je promets de prendre soin d'elle comme si c'était la mienne. » Luna rayonnait. « Elle dit que les anges portent parfois des costumes d'affaires, » dit Amalia en riant. Ils restèrent jusqu'à ce que le soleil soit haut, écoutant les histoires de Luna sur son père, apprenant ses jeux et comprenant pourquoi ce terrain vague était sacré. De retour chez lui, Ricardo fit un autre vœu. « J'achèterai ce terrain, » décida-t-il. « Nous en ferons un parc pour les enfants et pour que Luna puisse rendre visite à son père quand elle en aura besoin. » Cette nuit-là, Luna dormit profondément dans son lit pour la première fois depuis des semaines, la fenêtre laissée ouverte pour que son père puisse lui rendre visite dans ses rêves. « Bonjour les enfants », commença Ricardo Galvan d'une voix chaleureuse face à une trentaine d'élèves enthousiastes d'une école primaire publique de Zacatecas. Il sourit et brandit un dossier rempli de poèmes d'une courageuse enseignante nommée Amalia, puis ouvrit une boîte remplie de fournitures neuves, livres, cahiers, crayons de couleur dont le couvercle débordait de couleurs vives. « Sais-tu ce que signifie l'honnêteté » demanda-t-il. Une petite fille leva la main. « Dire la vérité » répondit-elle. « Exactement » acquiesça Ricardo en balayant la pièce du regard. « Même si on te gronde. » Au fond, un enfant intervint, « Parce que si tu mens, personne ne croira ce que tu dis. » Ricardo acquiesça. « C'est vrai, mais il y a plus important encore, quand les adultes ne sont pas honnêtes, ce sont les enfants qui en pâtissent. » Il ouvrit le cahier d'Amalia. « Je vais te lire un poème d'une enseignante très courageuse. Les enfants sont comme les plantes. Ils ont besoin d'eau propre pour pousser, mais certains adultes leur donnent de l'eau sale et se demandent ensuite pourquoi elles ne fleurissent jamais. Tu comprends ?» Une autre petite main se leva. « Nous avons besoin de bonnes choses à apprendre, » dit la fillette, « des livres, des enseignants préparés, des écoles sûres. » La voix de Ricardo devint douce mais ferme. « Pendant des années, mon entreprise ne nous a pas fourni tout ça. Nous avons donné du matériel bon marché et volé l'argent qui vous était destiné. » La stupeur parcourut les visages des enfants. Un petit garçon murmura, « Vous êtes méchant ?» J'ai fait des bêtises, admit Ricardo, mais j'essaie de réparer mes torts. Les enfants semblaient pleins d'espoir. Et si on remboursait l'argent qu'on a pris en achetant du bon matériel? Et je viendrai vous demander pardon? Après la visite, Ricardo s'attarda pour parler au directeur. Les enfants n'avaient jamais entendu un homme d'affaires dire « Je suis désolé ». Il avait toujours pensé que demander pardon était un signe de faiblesse, mais il comprenait maintenant que refuser de s'excuser était la véritable lâcheté. « Que ferez-vous de votre entreprise » demandèrent-ils. « Changez-la complètement, ou fermez-la si je n'y arrive pas, » promit-il. Ce soir-là, à la maison, Luna attendait à la table, ses devoirs soigneusement terminés. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle. Ricardo hésita. « Eh bien, j'ai dit à mes camarades que tu étais le professeur de ma fille. » Il la regarda froncer les sourcils. « Ça te dérange ?» Luna secoua la tête et lui glissa un dessin, un homme en costume, parlant à des enfants souriants. « Pourquoi sourit-il » demanda-t-il. « Parce que tu leur dis la vérité, » dit-elle. « Même quand ça fait mal, la vérité te libère. » Ces mots le transpercèrent. « Qui t'a appris ça ?»« Ma mère, » répondit Luna. « Elle a dénoncé votre entreprise parce que la vérité comptait plus pour elle que son travail.
Ricardo resta éveillé cette nuit-là, sa vie ayant été transformée au cours des 6 derniers mois. Il avait une famille qu'il n'aurait jamais imaginée et avait perdu des millions de pesos, mais il dormit enfin paisiblement. Le lendemain, Luna débarqua avec une nouvelle. « Don Ricardo, mon professeur veut vous parler. » Ricardo sentit son cœur se serrer. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Luna en souriant. « Elle veut que tu viennes lire ton histoire, et elle veut que les enfants écrivent leurs propres poèmes sur l'honnêteté et que tu les écoutes. » Une semaine plus tard, Ricardo était assis dans la cour de l'école de Luna, entouré de 30 visages radieux tandis que chaque enfant lisait un poème à tour de rôle. Une fille déclara, « L'honnêteté, c'est comme le soleil, toujours là, même derrière les nuages. Il faut juste éclaircir le ciel. » Un garçon confessa, « Mon père ment pour me protéger, mais je préfère la vérité. Les mensonges brisent, la vérité dure toujours. » Quand Luna se tenait devant eux, elle tenait à la fois le vieux carnet d'Amalia et un nouveau dans lequel elle avait écrit tard dans la nuit. « Ce poème est pour mon père au paradis, ma mère ici, et pour Don Ricardo qui prend soin de nous, » commença-t-elle. « J'avais une petite maison qui s'est effondrée et j'avais peur d'être seule, » sa voix tremblait au souvenir, « mais j'ai appris que les maisons ne sont pas faites de murs, elles sont construites par des gens qui vous aiment, même quand vous n'êtes pas parfait. » Les larmes jaillirent des yeux de Ricardo. Sur le chemin du retour, Luna lui demanda, « As-tu aimé mon poème ?»« J'ai adoré, » murmura-t-il. « Quand l'as-tu écrit ?»« Tous les soirs, pendant que tu lis les rapports, » dit-elle. « Parfois, j'écris des lettres, à mon père au paradis, à moi-même dans le futur. »« Et que dis-tu à ton futur toi ?» insista Ricardo. « De ne jamais oublier la fille qui a vendu sa maison pour 50 pesos, » répondit doucement Luna. « Parce qu'elle m'a appris le courage. Si je l'oublie, je risque de redevenir un lâche. » Ricardo s'arrêta dans la rue et lui prit la main. « Tu sais quoi, Luna ?» Elle leva les yeux. « Je pense que c'est toi qui m'as adopté, et non l'inverse. » Luna rit et lui serra la main. « Peut-être, mais maintenant, on est une famille, et c'est ce qui compte. » Un an plus tard, Ricardo était assis dans l'auditorium bondé de l'école de Luna, les mains tremblantes de fierté et d'émotion. Amalia, complètement rétablie et désormais coordinatrice d'un nouveau programme d'éthique pédagogique qu'il avait contribué à créer, était assise à ses côtés. Le metteur en scène est monté sur scène. « Ce soir, nous célébrons le talent de nos enfants et le pouvoir des mots pour changer le monde. » Grâce au programme « Des vérités qui guérissent », une idée de Luna, les élèves ont appris que l'honnêteté est le fondement d'une société meilleure. Ricardo souriait tandis que les enfants lisaient, un à un, des poèmes touchants, ceux d'un chien perdu, d'une grand-mère adorée, des vérités simples qui résonnaient bien au-delà de la scène. Puis le metteur en scène annonça, « Notre prochaine lectrice est très spéciale, Luna Herrera Galvan. » Luna, vêtue d'une robe bleue cousue par Amalia, s'avança, serrant ses 2 carnets. Son poème, « La maison qui vit dans les mots », tissait ses souvenirs, une maison en tôle battue par le vent, des photographies perdues, les histoires du soir de sa mère, des chansons familiales dans la cuisine. Un jour, des machines sont arrivées et ont emporté les murs, l'UL d'une voix ferme, mais j'ai alors compris qu'on ne démolit pas les vraies maisons. Ma nouvelle maison a des pièces remplies de rire, un père qui lit des poèmes à voix haute et des dîners sur le sol du salon. La maison, ce n'est pas l'endroit où l'on vit, mais les gens qui restent quand tout s'écroule. Le silence s'installa, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Les larmes de Ricardo coulèrent à flot tandis que Luna se jetait dans ses bras. Amalia les rejoignit, rayonnante. Ce soir-là, ils dînèrent tous les 3 par terre dans le salon, comme toujours. Luna sourit à Ricardo. « Tu sais, Papa Lune, son nouveau surnom, mon père au paradis avait raison, les anges se déguisent en hommes d'affaires. » Ricardo regarda autour de lui sa grande maison, les voitures de luxe garées dans l'allée, les comptes en banque bien garnis et réalisa que rien de tout cela ne lui avait donné ce qu'il ressentait à cet instant. Il se pencha et embrassa le front de Luna. « Je crois que j'ai construit la maison la plus importante de ma vie sans une seule brique. » Luna se blottit entre lui et Amalia. « Ce foyer ne s'effondrera jamais, » dit-elle doucement, « car il est fait d'amour et l'amour est indestructible. » Ricardo ferma les yeux et sut, pour la première fois, qu'il était vraiment et pour toujours chez lui.